À l'été 2009, une fille de 15 ans a regardé son téléphone portable et a vu le nom de sa grande sœur s'afficher à l'écran. Mélissa avait disparu une semaine plus tôt et personne ne savait où elle se trouvait. La jeune fille a répondu en courant, espérant entendre la voix de sa sœur, mais c'est un homme qui a parlé. Voix monotone, accent de Long Island sans aucune émotion. Il connaissait le nom de la jeune fille, il savait à quoi elle ressemblait et dans les minutes qui ont suivi, il a décrit ce qu'il avait fait à Mélissa. Des détails qu'une fille de 15 ans n'aurait jamais dû entendre. À la fin de l'appel, il a dit qu'il avait tué sa sœur et a raccroché. Cet homme a appelé 6 fois de plus au cours des semaines suivantes, toujours depuis le téléphone portable de Mélissa. Toujours depuis des endroits bondés à Manhattan où il était impossible de le localiser. Et toujours la même jeune fille. Il n'a pas appelé la police, il n'a pas appelé la presse. Il appelait une adolescente parce que ce qu'il voulait, ce n'était pas qu'on lui en attribue le mérite. Il voulait faire souffrir quelqu'un. Et le pire, c'est que personne, absolument personne, n'allait découvrir qui était cet homme. Pendant plus de 13 ans, je suis Marcos Campos, un architecte de New York qui a tué 8 femmes en l'espace de 17 ans. Et personne n'a jamais rien soupçonné. Alors, comment un père de famille ordinaire a-t-il réussi à cacher une double vie pendant si longtemps? Pourquoi la police a-t-elle mis plus d'une décennie avant même de s'approcher du bon suspect? Et comment un morceau de croûte de pizza a-t-il réussi là où des années d'enquête avaient échoué? C'est ce que nous allons examiner ensemble aujourd'hui. Laissez un like, un commentaire, même un emoji, et devenez membre si possible. Passons au fait. Pour comprendre cette affaire, nous devons revenir dans la nuit du 1er mai 2010. Une femme de 24 ans appelée Shannon Gilbert travaillait comme escorte à Long Island dans l'État de New York. Son chauffeur, un homme appelé Michael Peck, l'avait emmenée dans une résidence sécurisée appelée Oak Beach. C'était pour rencontrer un client là-bas, etc. Un type appelé Joseph Brewer. Shannon n'était jamais allée à Oak Beach auparavant, elle n'avait jamais vu ce gars-là, Brewer. Elle est arrivée vers 2 heures du matin et est entrée chez lui. Peck est resté attendre dans la voiture comme chauffeur. Pendant près de 3 heures, tout semblait normal. Puis vers 4h50 du matin, Shannon a appelé les urgences. Et ce que l'opérateur a entendu lui a glacé le sang. Il y a quelqu'un derrière moi. Et Shannon répétait, ils essaient de me tuer. L'appel a duré plus de 22 minutes. Shannon, parfois, était cohérente. Parfois, elle n'arrivait pas à former de phrases. Par moments, on n'entendait que sa respiration lourde et des bruits sourds. Comme si quelqu'un martelait une porte ou quelque chose comme ça. À d'autres moments, elle criait. L'opératrice a demandé où elle se trouvait. Shannon n'a pas su répondre. Après l'appel, Shannon est sortie en courant de la maison de ce Brewer. Et elle a alors commencé à frapper à la porte du voisin. En fait, des voisins. Et elle suppliait qu'on l'aide. Un habitant nommé Gus Collette lui a ouvert la porte. Il a laissé la jeune fille entrer et a appelé la police. Mais quand il a dit que la police arrivait, Shannon est devenue encore plus désespérée. Elle s'est levée et s'est remise à courir dans la nuit. Elle a été vue pour la dernière fois en train de frapper à la porte d'une autre habitante, Barbara Brennan. Elle criait à l'aide. Quand la police est enfin arrivée, près d'1 heure après l'appel initial, Shannon Gilbert avait disparu. Et c'est ici, mes chers amis, que commence la partie à laquelle personne ne s'attendait. D'accord ? La police du comté de Suffolk a lancé des recherches pour retrouver Shannon. Des mois se sont écoulés sans qu'ils ne trouvent rien. Puis, le 11 décembre 2010, un policier nommé John Malia était là en train de faire un exercice d'entraînement quelconque avec son chien renifleur, Blue. Sur une bande isolée le long de l'Ocean Parkway, une route là-bas qui passe par Gilgo Beach. Une zone reculée et pleine de broussailles sur le littoral de Long Island. Soudain, le chien s'est arrêté là. Il a commencé à creuser comme un chien qui sent quelque chose. C'est ça? Et là, enveloppé dans de la toile de camouflage du genre utilisé pour la chasse au canard, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y avait les restes humains de quelqu'un. Ce n'étaient pas les restes de Shannon Gilbert, d'accord? Si c'est ce à quoi vous avez pensé. 2 jours plus tard, les enquêteurs sont revenus sur les lieux et ont trouvé 3 autres corps, éparpillés sur une portion de moins d'1 kilomètre, le long de la même route. Toutes enveloppées dans ce genre de toile de jute, enfin, toutes étaient de jeunes femmes. La police était partie à la recherche d'une personne disparue et a trouvé un cimetière.
Les 4 femmes ont été identifiées. Melissa Barthelemy, 24 ans. Maureen Brinard Barnes, 25 ans. Megan Waterman, 22 ans. Et Amber Lynn Costello, 27 ans. Elles travaillaient toutes comme escortes. Elles annoncèrent les services qu'elles proposaient et offraient sur Craigslist. Elles avaient toutes disparu entre juin 2007 et septembre 2010. Et aucune d'elles n'avait de lien entre elles. Elles ne se connaissaient pas, n'étaient pas amies, rien de tout cela. Elles sont devenues connues sous le nom des 4 de Gilgo. Mais attends de voir. Au fil des mois, les recherches se sont intensifiées et la police a découvert bien pire que prévu, d'accord ? Entre mars et avril 2011, 6 autres ensembles de restes humains ont été découverts le long de l'Ocean Parkway. Et aussi dans des zones proches de là. Certains appartenaient à des femmes dont les torses avaient été retrouvés des années auparavant à Manorville. Et regardez, cela à plus de 60 km de là. En 2000 et 2003, d'autres appartenaient à des victimes qui n'avaient jamais été signalées disparues. Au total, 10 ensembles de restes humains ont été retrouvés. Parmi eux, une femme et sa fille de 2 ans, une toute petite fille. Il y avait aussi un homme habillé en vêtements féminins, dont l'identité n'a jamais été révélée publiquement. Ce n'était donc plus une femme disparue, n'est-ce pas? Tout a commencé avec cette disparition que j'ai commentée avec vous. Donc c'était maintenant définitivement une enquête gigantesque sur un possible tueur en série. Mais vous devez vous demander ce qu'il en est de Shanna Gilbert, n'est-ce pas? En décembre 2011, 19 mois après sa disparition, ses restes ont également été retrouvés dans un marécage près de Oak Beach, à moins d'1 kilomètre de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois. La cause de sa mort a été classée comme indéterminée. La police a déclaré qu'elle était probablement entrée dans un marécage là-bas, désorientée, et qu'elle s'était noyée. La famille n'en était pas d'accord. Un médecin légiste indépendant engagé par la famille a déclaré que les blessures au cou de Shanna étaient incompatibles avec une strangulation. Pas d'un alligator ni d'aucun animal, mais bien d'un être humain. Jusqu'à aujourd'hui, l'affaire de Shanna Gilbert n'a pas été officiellement reliée au meurtre de Gilles Gobit, d'accord? Mais ce sont les recherches pour la retrouver qui ont mis au jour tout ce que nous allons découvrir. Alors maintenant, revenons à ces appels qui ont ouvert cet épisode. Melissa Barthelemy avait 24 ans, comme je l'ai dit. Elle venait de Buffalo, dans le nord de l'État de New York. Et elle avait déménagé dans le Bronx, voulant y travailler comme coiffeuse. Quand elle n'a pas trouvé de travail dans un salon, elle a commencé à travailler comme escorte sur le site dont je vous ai parlé, Craigslist, pour payer les factures. Enfin, elle faisait sa vie là-bas et personne n'y voyait de problème, n'est-ce pas? Le 12 juillet 2009, Melissa a dit à une amie qu'elle allait rencontrer un certain client. Elle a déposé 900 $ sur son compte, probablement d'un rendez-vous précédent, et elle a essayé d'appeler un ex-petit ami, qui n'a pas répondu. Ce fut la dernière fois que quelqu'un a eu de ses nouvelles. Après la disparition soudaine de Melissa, sa petite sœur Amanda, qui avait 15 ans à l'époque, a commencé à recevoir des appels. Le premier appel venait du portable de Melissa. Amanda a répondu, pensant que c'était sa sœur, vous vous souvenez? Mais c'était cet homme, il a commencé à dire des choses étranges. Les appels ont eu lieu à 7 reprises sur plusieurs semaines. Chacun durait moins de 3 minutes. L'homme parlait d'une voix monotone, sans émotion. Amanda a décrit la voix comme celle d'un homme blanc d'âge moyen, avec un fort accent de New York et de Long Island. Il a traité Melissa de tous les noms, il a dit qu'il avait eu des rapports sexuels avec elle, il a dit qu'il l'avait tuée. Lors du dernier appel, le 26 août 2009, il a dit ceci. Je vais regarder son corps pourrir. Et puis il a fait une dernière chose, il a dit à Amanda. Peut-être qu'un jour j'irai jusque-là pour te montrer. La police a même essayé de localiser les appels. Ils venaient tous de lieux très fréquentés à Manhattan. Penn Station, Times Square, le quartier de Madison Square. Le gars raccrochait trop vite pour qu'on puisse localiser précisément, tu vois. Comme dans ces trucs qu'on voit dans les films où le criminel sait exactement, il reste là avec le chronomètre. Au moment où, tu sais, la police est sur le point de localiser, le gars raccroche. C'est ça. Les appels se sont complètement arrêtés après qu'un reportage à la télé a mentionné l'existence de ces appels. Probablement parce que le gars a eu peur, tu vois, d'être identifié, d'être localisé, ce genre de choses. Une chose a attiré l'attention des enquêteurs. L'un des appels a permis de repérer un signal provenant d'un endroit précis, Massapequa, qui est un quartier résidentiel à Long Island. C'est bien loin de Manhattan, tu vois. Personne ne savait ce que cela signifiait à l'époque. L'enquête sur les meurtres de Gilgo Beach est cependant devenue l'affaire criminelle la plus discutée de Long Island.
Des livres ont été écrits, des documentaires réalisés et les théories sur le tueur en série de Long Island ont envahi les forums de crimes réels en ligne, n'est-ce pas? Mais il y a toujours un mais, n'est-ce pas? L'affaire a stagné, elle n'a mené nulle part, d'accord. Elle est restée là, à tourner en rond, à faire du surplace. Une raison centrale, James Burke, le chef de la police du comté de Suffolk, eh bien, elle a empêché le FBI de participer à l'enquête. Il a bloqué la collaboration entre les agences, il a enfermé l'affaire dans, disons, une logique territoriale qui a rendu les familles des victimes folles de rage, furieuses. Elles avaient l'impression d'être abandonnées, non pas abandonnées, mais qu'il y avait quelque chose de caché, de bizarre. Et elles avaient raison, parce que la police ne prenait pas l'affaire au sérieux, pas comme elle l'aurait voulu, n'est-ce pas? Parce que les victimes, vous avez sûrement déjà deviné, étaient des travailleuses du sexe. Et comme on l'a déjà vu plusieurs fois dans des affaires criminelles, ces personnes-là, en général, pas toujours, mais souvent, sont les victimes préférées des tueurs en série, n'est-ce pas? Justement parce que parfois personne ne va remarquer leur absence. En 2015, Burke, ce type-là de la police, a été arrêté. Pas à cause de l'affaire Gilles Gubit, d'accord? Mais pour avoir agressé un détenu là-bas et ensuite conspiré pour empêcher le FBI d'enquêter sur ses propres actions. Ce n'est qu'après le départ de Burke que le FBI a finalement pris part à l'enquête. Je ne sais pas, toutes ces magouilles qui n'ont ni queue ni tête, non? Ça n'arrive que comme ça, mais heureusement, ça se résout à temps. Malgré tout, les progrès ont été lents, d'accord? Plus d'une décennie s'est écoulée sans aucune arrestation. Mais maintenant, je vais te présenter quelqu'un. Prêt? Un gars qui s'appelle Rex Heuermann. Heuermann était un homme grand, imposant. C'était un type, il était architecte de profession. Il travaillait dans le centre de Manhattan. Il concevait des constructions, des rénovations, des immeubles. Il habitait à Massapequa. Je ne sais même pas si ça se prononce comme ça, d'accord? Mais il habitait là, dans cet endroit-là. Massapequa Park, une banlieue tranquille de Long Island, avec sa femme, Asa Ellerup. Et ce n'est pas tout, d'accord? 2 enfants. Les voisins le décrivaient comme un gars très calme, réservé et extrêmement intelligent. De l'extérieur, Rex Heuermann était un père de banlieue comme les autres, n'est-ce pas? Il passait inaperçu malgré sa carrure. Mais à l'intérieur, c'était une autre histoire, d'accord? En février 2022, le nouveau commissaire de police du comté de Suffolk, Rodney Harrison, a fait quelque chose qui aurait dû être fait bien plus tôt, d'accord? Il a créé une force opérationnelle multi-agence dédiée uniquement à l'affaire Gilgo-Beach. Je ne sais pas si c'était vraiment uniquement, mais elle était bien dédiée à cette affaire, d'accord? Le FBI, la police d'État de New York, le département du shérif du comté. Tout le monde était sur la même longueur d'onde. Maintenant, oui, n'est-ce pas? Mais ça fait déjà longtemps, hein? L'affaire a commencé il y a longtemps. Eh bien, quoi qu'il en soit, en mars 2022, un nom est apparu pour la première fois dans l'enquête officielle sur Gilgo Beach. Rex Heuermann. Ici, il y a peut-être, bien sûr, l'un des principaux maillons de cette chaîne criminelle qui a duré si longtemps. Les enquêteurs avaient une vieille piste. Eh oui, le maillon qui manquait, n'est-ce pas? Un témoin avait vu le suspect conduire un pick-up vert lorsque Amberlynn Costello a disparu là-bas en 2017. Vous vous souvenez de ce nom dont j'ai parlé, qui était l'une des victimes là-bas à Gilgo Beach? Eh bien oui. La force opérationnelle a donc croisé les registres de véhicules et a découvert qu'un Chevrolet Avalanche vert était enregistré au nom du frère de Heuermann, et que Heuermann conduisait ce véhicule. Ah, et ils ont commencé à tirer le fil, n'est-ce pas? Le téléphone portable personnel de Heuermann émettait des signaux des antennes relais aux mêmes endroits et aux mêmes heures que les téléphones jetables utilisés pour contacter 3 des 4 victimes de Gilgo Beach. Avant leur disparition, évidemment, Heuermann habitait là-bas, à Massapequa. Le même endroit d'où provenait ce signal étrange pendant les appels vers le portable de Melissa Barthelmy. Vous vous souvenez? Il travaillait dans le centre de Manhattan, exactement la zone d'où provenaient les appels sadiques, disons, on peut le dire, je pense, sans trop se tromper, non? Ils ont été passés à Amanda, une jeune fille de 15 ans. Vous faites le lien, les gars? Il y a beaucoup de choses, d'accord? Une affaire énorme avec beaucoup de détails, comme ça. J'ai essayé de faire au mieux ici pour ne laisser aucun détail de côté, mais aussi pour ne pas que ça devienne, tu vois, mon Dieu, interminable. Écoutez bien, Heuermann correspondait à la description finale. Physique du suspect, homme blanc d'âge moyen, voix monotone, accent de Long Island. Vous vous souvenez? Ici, j'étais même en train de lire, tu vois. J'étudiais l'affaire. Ça m'a même rappelé Trinity. Qui se souvient de Trinity? Dites-le moi dans les commentaires.
de Dexter, mais un pour continuer ici. En plus de tout ça, de cette description, homme blanc, etc., d'âge moyen, c'était un gars grand, corpulent. Les victimes étaient toutes des femmes petites et maigres, mais les enquêteurs avaient encore besoin de preuves plus concrètes. Et pas seulement ces descriptions-là qui pourraient, tu sais, être le fruit de, comment dire, un souvenir fabriqué, etc. Il y a ça aussi, il faut faire attention. Ils avaient besoin d'un ADN. Et c'est là qu'entre un morceau de pizza... Qui aime la pizza, hein? La task force. Ici, je dirais que tout s'est joué grâce à une pizza, pour une fois dans le bon sens, d'accord? La task force a monté une équipe de surveillance à Manhattan, d'accord? Ils ont suivi Herman pendant ses heures de travail. Et à un certain moment, ils l'ont vu sortir du bureau et jeter une boîte à pizza dans une poubelle sur le trottoir, juste là dans la rue. Des restes de croûte de pizza qu'il n'avait pas mangé. Les policiers ont couru jusqu'à la poubelle, ont récupéré la boîte et l'ont envoyée au laboratoire. L'ADN extrait de cette croûte de pizza a correspondu à l'ADN d'un cheveu trouvé au fond d'un de ces sacs en toile de jute, tu vois, qui avait été utilisé, ou plutôt qui ont été utilisés pour envelopper le corps de Megan Waterman, l'une des 4 victimes de Gilgo. Des cheveux de l'ex-femme et de la fille de Herman ont également été retrouvés sur certaines des victimes. Probablement transférés depuis sa maison. Voilà la question de l'ADN. Il existe un terme pour cela, mais je ne m'en souviens plus. On parle ici de transfert secondaire d'ADN, non? Eh bien, la stratégie de la task force était claire maintenant, n'est-ce pas? Il ne fallait pas que Herman se doute de quoi que ce soit, qu'il était surveillé par les gars jusqu'au moment de son arrestation. Jusqu'à ce que la police fédérale frappe à 6 h du matin chez lui. Je plaisante. Le procureur Raymond Tierney a expliqué ensuite ceci. On voulait que la seule personne qui comptait, le tueur, pense que tout allait bien. Tout était normal, que personne ne se doutait que c'était Trinity. Non, pas Trinity, Herman. Mais écoute ça. Le 13 juillet 2023, ils ont arrêté Rex Herman près de son bureau à Manhattan. Il a alors été accusé des meurtres de 3 des 4 victimes de Gilgo, Barthélemy, Megan Waterman et Amberlynn Costello. La police l'a désigné comme principal suspect dans le meurtre de la 4e femme, Maureen Brenner Barnes. Le lendemain de son arrestation, Herman est apparu au tribunal à plaider non coupable et à pleurer. L'avocat de la défense, Michael Brown, a déclaré à la presse ce qui suit. La seule chose qu'il a dite en larmes était « Je n'ai pas fait ça ». Lorsque les enquêteurs sont entrés dans la maison de Herman, à Massapequa Park, j'espère que je prononce bien, ce qu'ils ont trouvé était troublant. D'accord, les gars. Des dizaines de milliers de pages de documents ont été saisis là-bas. Dans le sous-sol, sur un de ces disques durs d'ordinateur, ils ont trouvé un document Word, un fichier créé en 2000 et modifié au fil des années suivantes. Le titre interne du fichier c'était HK 2024. Enfin, c'était 0404 pour être plus précis. Il se trouvait dans l'espace non alloué du disque, la zone où sont stockées les données que l'utilisateur a supprimées. Eh bien, mec, tu penses que l'enquête fait partie de l'informatique? Les gars n'en sont pas capables, mec. Les procureurs ont appelé ce document-là le blueprint, le plan, le schéma, parce que c'était exactement ça, un manuel pour tuer écrit par un architecte. Le document avait 4 colonnes, d'accord? La première était « Problème » et le numéro 1 de cette liste était l'ADN. La deuxième était les fournitures, y compris des gants, des filets à cheveux, un scanner radio de la police. La troisième était intitulée DS, ce qui, selon les procureurs, signifie site d'abandon. Et la quatrième était TRG, cible. Dans la colonne cible, une note disait ceci. Petit, c'est bien, cohérent avec le profil des victimes, n'est-ce pas? Toutes des femmes petites et maigres, c'est-à-dire un sadique, lâche et un peu idiot, non? Mais ils ont dit qu'il était intelligent, non? Mais alors, je réfléchissais ici, tu vois. Il a mentionné qu'un des problèmes qu'il pourrait avoir, tu vois, pour camoufler tous les crimes, c'était l'ADN. Quelle ironie du destin, hein, les gars? Parce que c'est justement l'ADN qui l'a fait tomber, qui l'a fait chuter, mais à un endroit qu'il n'aurait jamais imaginé, où il ne s'y attendait pas, mec. Sur le bord d'une pizza? Frérot, écoute ça, le document avait aussi des sections de pré-préparation, tu vois? Préparation et post-événement. Le gars était méticuleux. Lors de la pré-préparation, il y avait l'inspection du véhicule, la météo, le repérage des caméras de surveillance. La préparation comprenait la mise en place de la scène. Après l'événement, changer les pneus, brûler les gants, avoir une histoire prête, brûler la scène. C'est bizarre, non? Un peu comme Dexter, non? Sauf que Trinity n'était pas comme Dexter, tu vois, même si Dexter est devenu fan de Trinity. Enfin, pas vraiment fan, mais un peu obsédé. C'est d'ailleurs ce qui l'a fait dérailler, non? Mais ce n'est pas de Dexter qu'on parle.
Regardez les gars. L'une des notes de ce gars, de Roy Herman, disait ceci. Le son voyage. Un rappel pour faire attention au bruit. Une autre chose disait là, envisagez un coup au cou la prochaine fois. Pendant la préparation du corps, il fallait retirer la tête, les mains et effacer les marques d'identification telles que les tatouages. Mec, regarde ça. Des détails qui correspondaient exactement à l'état dans lequel certaines des victimes avaient été retrouvées. Jessica Taylor, par exemple, a été retrouvée décapitée, avec les bras coupés et un tatouage sur le corps gravement effacé, tu vois, par un objet tranchant à cet endroit. Le procureur Tierney a dit qu'il n'avait jamais rien vu de pareil. Ils ont aussi trouvé, dans le bureau de Roy Herman, là, à Manhattan, 2 magazines qu'il avait gardés. Une édition de 2016 du magazine People, avec le titre « La chasse aux tueurs en série de Long Island ». Sur la couverture, tu vois, et une édition du magazine New York de la même année avec un dossier en couverture sur les meurtres. Il suivait toute la couverture de sa propre affaire et il en tirait une sorte de plaisir, non? C'est assez évident, le gars gardait les magazines. Et il y avait plus, d'accord? Une vaste collection de pornographie et de contenu de torture sur ses appareils. Roy Herman utilisait le pseudonyme Thomas Hawke pour communiquer avec des dizaines de travailleuses du sexe et pour accumuler ce matériel. Les accusations s'accumulaient, n'est-ce pas, au fur et à mesure que l'enquête avançait. En janvier 2024, Roy Herman a été officiellement accusé du meurtre de Maureen Brainard Barnes. Ce qui fait donc la 4e, n'est-ce pas, du groupe original des 4 de Gilberto. En juin 2024 est ensuite venue l'accusation pour les meurtres de Jessica Taylor, 20 ans disparue en 2003, et Sandra Costia, 28 ans dont les restes ont été retrouvés en 1993, plus de 30 ans auparavant. En décembre 2024, l'accusation pour le meurtre de Valérie Mack, disparue en 2000, un schéma qui se répétait dans tous les cas. La femme et les enfants de Roy Herman étaient toujours hors de l'état les jours où chaque victime a disparu. Il attendait d'être seul à la maison pour agir, mec c'est fou, non? Très probablement, c'était le déclencheur pour lui. Le fait d'être seul lui donnait cette idée, je pense qu'il y a même un aspect un peu sexuel derrière tout ça, non? Je ne sais pas, c'est peut-être dans ma tête, non, les gars? Si un psychologue judiciaire nous regarde, merci de laisser un commentaire. Je l'épinglerai car c'est l'impression que j'ai, non? Le gars se retrouve seul ici. Ah, je n'ai plus de surveillant ici. Je peux faire ce que je veux, et ça donnait un peu ce sentiment, non? C'est vraiment étrange. Bon, la défense du gars a contesté les preuves ADN, d'accord? Ils ont qualifié les tests de génome complets de magie. Ils ont soutenu que le laboratoire n'était pas agréé dans l'État de New York. C'est du jargon juridique pour chercher une faille, tu vois? Mais en septembre 2025, le juge Timothy Mazzei a décidé que les preuves ADN étaient bel et bien recevables. C'était donc la première fois qu'un tel test était accepté dans un tribunal. Le procès était prévu pour septembre 2026, mais alors, il s'est passé autre chose. Le 8 avril 2025, exactement 1000 jours après son arrestation, Rex Heuermann, âgé de 62 ans, est entré dans le tribunal du comté de Suffolk à Riverhead. Il portait un costume sombre, les mains menottées dans le dos, la salle était pleine, les familles des victimes, les policiers, la presse. Alors le procureur Tierney a commencé à confirmer les faits avec Heuermann, n'est-ce pas? Victime par victime. Et où vers le 6 juillet 2010, vous avez rencontré Megan Waterman, il a demandé, n'est-ce pas, avec l'intention de causer sa mort, et vous avez causé sa mort, il a insisté sur la question. Heuermann a répondu. Oui, vous avez tué chaque victime de la même manière, c'est-à-dire par strangulation, a-t-il demandé. Oui, victime par victime, la même réponse. Sandra Costilla, 93, Karen Vergata, 96, Valérie Mack, 2000 Jessica Taylor, 2003, Maureen Barnes, 2007, Melissa Barthelem, 2009, Megan Waterman, 2010, Amber Lynn Costello, 2010. 8 femmes en 17 ans, Heuermann a confirmé qu'il les avait toutes étranglées, qu'il avait attaché la tête et les jambes de certaines. Il a enveloppé les corps dans de la toile de jute, ce genre de choses. Et qu'il les a jetés à Gilgubit, qu'il a démembré certaines des victimes. Et pendant qu'il parlait, sans aucune émotion, son ex-femme, Asa Ellerup, et aussi sa fille, Victoria, étaient assises là, au dernier rang. Et elles étaient là, se tenant la main. Serrant des mouchoirs en papier. 1000 jours plus tôt, il avait pleuré et dit qu'il n'avait rien fait. Maintenant, avec le même calme qu'il avait lorsqu'il présentait un projet d'architecture à un client,
Il a décrit 8 meurtres. L'avocat de la défense, Michael Brown, a expliqué plus tard qu'ils en étaient arrivés à un point où Rex a dit « Je veux plaider coupable ». Brown a dit que Hoyerman voulait épargner là les familles des victimes de la souffrance d'un procès. Et aussi épargner sa propre famille. C'est fou, vraiment fou dans la tête de ce type. Complètement. Mais tu te souviens que j'ai parlé de son comportement? Ses appels à Amanda Barthelem, ce n'était pas pour se vanter, d'accord? Ce n'était pas pour défier la police, c'était pour faire souffrir une adolescente. Comme je l'ai dit, littéralement. Hoyerman ne voulait pas être sous les projecteurs, il voulait avoir le contrôle de la situation. Et plaider coupable, selon ses propres termes, au moment où il le voulait, c'était une dernière forme de contrôle qu'il pouvait exercer. Alors vous pensiez qu'il avait, d'une certaine manière, non, une certaine compassion, de l'empathie, ce genre de choses. En fait, c'était simplement son égocentrisme, son narcissisme qui ressortait une dernière fois. Sur le point d'être... voyons ce qui s'est passé. Mais il y a encore un détail, d'accord? Tu sais, la 8e femme, Karen Vergata? Eh bien, il a admis l'avoir assassiné, sa 8e victime, dans toute cette histoire, n'est-ce pas? Dans le cadre d'un accord de plaidoyer, d'accord? Parce qu'il n'avait pas encore été officiellement accusé de ce meurtre-là. Karen, elle avait 34 ans, elle était escorte à Manhattan et elle a disparu en 96, comme je l'ai dit. Ses restes partiels ont été retrouvés à Fire Island en avril 96. Et d'autres restes sont apparus près de Gilgobit en 2011. En échange de cet aveu, Hoyerman ne sera pas poursuivi pour le meurtre de Karen, d'accord? Il a également accepté de coopérer avec l'unité d'analyse comportementale du FBI en aidant à identifier les schémas d'autres tueurs en série. La sentence, cependant, les gars, est fixée au 17 juin 2026 maintenant, d'accord? Prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, c'est certain. Non, 3 peines de prison à perpétuité consécutive, suivies de 4 autres peines. 3 perpétuités avec possibilité de libération conditionnelle. C'est juste tout un tas de trucs juridiques là. Ce que ça veut dire, au bout du compte, c'est que le gars va mourir derrière les barreaux, non? Après cette audience-là, le procureur Tierney a présenté ses excuses aux familles des victimes pour le temps qu'a pris l'enquête. La sœur de Maureen Barnes, Melissa, a parlé à la presse, d'accord? Elle a dit à chaque famille qui cherche encore, qui attend encore, qui s'accroche encore, s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Même quand cela semble impossible, même quand les années passent et que le silence devient trop lourd, continuez. Vos proches comptent. Ils n'ont pas été oubliés. L'ex-femme du meurtrier a dit qu'elle n'a jamais voulu croire que l'homme avec qui elle a été mariée pendant 27 ans, le père de sa fille, était capable d'une telle atrocité. Et elle a ajouté que Rex Hoyerman, et seulement Rex Hoyerman, est responsable de ces crimes. Mec, c'est fou comme ça se répète, non? Souviens-toi du BTK, n'est-ce pas? Il a aussi vécu là pendant longtemps. On dit que personne n'en avait la moindre idée, non? Enfin bref. Et pour finir, les gars, vous vous souvenez d'Amanda? Eh bien, n'est-ce pas? Je n'ai pas commenté plus tôt en décrivant cela. Mais on dirait qu'elle a vu juste, non? Quand elle a décrit le gars comme un homme blanc d'âge moyen, à la voix monotone et sans émotion. On dirait qu'elle lisait le manuel du gars. 15 ans après ça, donc en avril 2026, Rex Hoyerman s'est levé dans un tribunal. Là, il a décrit, une par une, comment il a tué les 8 femmes. Exactement comme ça, voix monotone, très calme, même ton, sans émotion, même façon de parler. Comme s'il était là en train d'énumérer des étapes, comme s'il listait un projet mathématique ou architectural. Au final, Amanda avait raison, non? Elle a toujours eu raison. Merci beaucoup pour ta compagnie, pense à liker et commenter. Même un emoji, c'est important. Bisous du roux, à bientôt pour le prochain épisode.